l'écoute du travail, le podcast qui traite des questions du travail et de la santé au travail dans une perspective critique, politique et émancipatrice. Un podcast réalisé par les non-professionnels, avec les moyens du bord, en fonction du temps disponible. Un podcast qui vous proposera une série d'émissions où l'on ira à la rencontre de différentes personnes, femmes et hommes qui travaillent, chercheurs et chercheuses, et différents acteurs du monde de la santé au travail ou de la prévention. Ils ou elles nous transmettront un savoir, des connaissances, des clés de compréhension de leur activité, de leur champ de compétences, nous permettant de décrypter les enjeux techniques, scientifiques, politiques et sociaux du travail et de la santé au travail. Alors faites-en bon usage, allez, à bientôt et bonne écoute. Bonjour à tous, dans ce premier podcast on va parler du sujet des maladies professionnelles et plus particulièrement donc des tableaux de maladies professionnelles et de la manière dont ils sont élaborés en France. Et pour ce premier numéro, je reçois Emmanuel Henry. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'avoir courageusement accepté d'être mon premier invité pour une série de podcasts qui va être consacrée à la santé au travail. Merci d'accepter d'essuyer les plâtres avec moi, qu'on se connaît, donc on va se tutoyer pendant tout le podcast. Donc tu es professeur de sociologie et chercheur à l'Université Paris-Dauphine, au sein de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, l'IRISO. C'est une unité mixte de recherche du CNRS, de l'INRA et de l'Université Paris-Dauphine, qui rassemble donc à la fois des sociologues, des politistes et des économistes. Et donc toi tu travailles plus précisément sur les politiques publiques dans le domaine de la santé publique, de la santé au travail, de la santé environnementale, et sur les liens en fait entre les connaissances, l'expertise et l'action publique. Et donc tu portes un intérêt particulier aux effets de l'ignorance sur l'action publique et au questionnement autour des inégalités sociales et de la façon dont l'État et les politiques publiques aggravent parfois ces inégalités, ou en tout cas ne luttent pas pour les réduire. Et donc en lien avec cette question des inégalités, tu interroges en fait aussi les rapports de pouvoir dans l'action publique. Et donc tu as récemment publié un ouvrage qui est intitulé Ignorance scientifique et inaction publique, les politiques de santé au travail. Et dans cet ouvrage, tu fais le constat qu'alors même qu'on observe que l'activité économique génère chaque année plusieurs milliers de décès, on en reparlera, et de maladies qui sont liées au travail, cette situation suscite finalement qu'un faible intérêt et pas ou peu de débat public. Et donc en tant que sociologue, toi tu t'interroges sur les mécanismes qui aboutissent à cette occultation et tu analyses la façon dont s'élabore, alors en silence, tu dis dans ton travail, dans ton ouvrage, donc en silence ces politiques de santé au travail en France. Et tu prends notamment l'exemple des maladies professionnelles, qui ne représentent qu'une partie de ton ouvrage, faut le signaler, et tu montres finalement en quoi les instruments et les dispositifs de gestion des risques professionnels sont aujourd'hui conçus par et pour les experts, ce qui rend en fait leur appropriation par les représentants salariaux et surtout par les citoyens très difficile. Alors, dans la mesure où ces sujets sont devenus invisibles, notamment par méconnaissance, les risques professionnels disparaissent purement et simplement des radars officiels, et c'est donc, comme tu l'indiques, l'inaction publique qui l'emporte. Alors, le fait que tu sois le premier invité du podcast, c'est en quelque sorte assez emblématique, puisque justement l'objectif de ces émissions, c'est de rendre un peu plus visible, plus accessible, par le biais de podcasts, cette thématique de la santé au travail au plus grand nombre. Alors, pourquoi finalement ce désintérêt dans le débat public et même cette méconnaissance des questions de santé au travail et des politiques de santé au travail, à quoi c'est dû finalement ? Alors merci déjà de l'invitation, je suis très heureux de pouvoir présenter les principales conclusions de mon ouvrage. Alors pourquoi est-ce qu'on parle peu des questions de santé au travail ? Moi je suis en fait rentré sur les questions de santé au travail à partir des problématiques de l'amiante, notamment de la crise publique autour des cancers liés à l'amiante, qui s'est développée en France au milieu des années 90, au moment où l'amiante a été définie, appréhendée comme un scandale de santé publique de premier plan. Et donc j'ai analysé la construction de ce problème dans l'espace public et comment est-ce que justement son émergence dans les médias d'information et son appropriation par les acteurs politiques en fait étaient liées à des mouvements d'action collective, à des mobilisations assez fortes, à la fois à Jussieu, de la part de certaines associations qui militaient justement pour une meilleure reconnaissance des risques professionnels. Donc un lien entre action collective et construction d'un problème public. Et ce qui m'a particulièrement intéressé dans l'analyse
que j'ai faite de la question de l'amiante, c'est justement s'interroger sur, le problème devient un scandale au milieu des années 90, mais pourquoi est-ce que dans les années 80, personne s'intéressait à cette question-là? Pourquoi est-ce que les mobilisations n'aboutissaient pas, et pourquoi est-ce que les acteurs politiques traitaient ce sujet de façon très périphérique, très très accessoire? Donc essayer de retourner le questionnement sur pourquoi est-ce qu'on parlait pas de l'amiante avant sa construction en problème public, et c'est vrai que les principaux éléments renvoient justement à une redéfinition qui a lieu dans les années 90 du problème de l'amiante comme un problème qui touche l'ensemble de la population. C'est-à-dire que on sort le problème de sa définition strictement professionnelle, du fait que c'est un cancer qui touche quand même majoritairement des ouvriers exposés à l'amiante, notamment maintenant beaucoup des ouvriers du bâtiment qui sont exposés dans différentes situations, peut-être qu'on y reviendra, aux expositions à l'amiante. Donc une maladie qui est quand même essentiellement liée au travail, à des expositions d'ordre professionnel, mais qui, au milieu des années 90, justement, est redéfinie autour du risque environnemental, de la présence d'amiante dans les bâtiments, donc toute une redéfinition plutôt autour des termes environnementaux. Et ce qui me frappe aussi, c'est que cette redéfinition de l'amiante, donc qui a permis de prendre en charge cette question-là et de modifier durablement les politiques dans ce domaine-là, a eu aucun effet d'entraînement sur les autres cancérogènes professionnels. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce que je pensais moi au départ en analysant cette crise de l'amiante des années 90, je me disais que par entraînement, ça pourrait modifier les politiques de réparation et de prévention des risques professionnels. Or, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je trouve que les grandes orientations de ces politiques publiques de réparation et de prévention des risques professionnels n'ont pas subi une modification aussi importante qu'aurait pu laisser présager l'ampleur de l'onde de choc produite par l'amiante chez les différents acteurs des politiques de santé au travail. Donc, à part, je pense, certaines questions comme les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques qui peuvent être étendus justement à d'autres catégories professionnelles, notamment au cadre pour les risques psychosociaux, etc. À part un certain nombre de questions, il me semble que les enjeux majeurs de santé au travail font l'objet d'un faible intérêt public, d'un faible débat public. Mais qu'est-ce qui a fait émerger, par exemple, alors une question comme l'amiante ou alors les risques psychosociaux, etc. Enfin, qu'est-ce qui justement les fait émerger dans l'espace public? Alors, dans le cas de l'amiante, en tout cas, c'était les mobilisations qui ont eu lieu, c'est-à-dire des associations qui se mobilisent. À l'époque, c'était l'Alerte, la FNAD qui porte cette question-là en avant. Donc, l'Alerte, c'était une association d'experts de la santé au travail qui cherchait à rendre plus visibles ces questions-là. Et puis, dans le cas de l'amiante, il y a eu aussi les mobilisations à Jussieu qui ont beaucoup attiré l'attention justement sur le risque. Alors, même s'il était beaucoup plus faible, mais pour les étudiants, pour le public, etc. Pour les risques psychosociaux, je pense que c'est une plus grande facilité pour les médias d'information à s'approprier ces questions-là, comme les troubles musculo-squelettiques, même chose, comme ils sont assez nombreux, on y reviendra en termes de chiffres, en termes de reconnaissance, c'est des problèmes qu'ils ont plus de facilité à s'approprier. Quand on rentre dans des problèmes plus techniques, la question des cancers de la vessie, de certains types de cancers un peu plus spécifiques, les journalistes ont du mal à en faire un enjeu prioritaire sur lequel justement mobiliser son rédacteur en chef pour en faire une ou en tout cas un problème important dans la hiérarchie des problèmes de santé publique. Donc en fait, c'est finalement des acteurs extérieurs aux acteurs en fait de la santé au travail qui font émerger ces problématiques dans l'espace public. Et dans beaucoup de cas, c'est pas des mobilisations qui viennent des acteurs de la santé au travail. C'est vrai que dans le cas de l'amiante, en tout cas, c'est des acteurs extérieurs. Dans le cas des éthers de glycol qui avaient suivi peu après la question de l'amiante, on avait vu aussi le rôle des associations et un rôle un peu contradictoire ou ambigu des organisations syndicales par rapport à cette question-là. Donc c'est vrai que c'est souvent des mobilisations qui viennent pas du cœur des acteurs de la santé au travail, plutôt des acteurs qui sont soit issus du milieu associatif, alors notamment maintenant joue un rôle important depuis sa création au milieu des années 90, l'association de défense des victimes de l'amiante, qui est la principale association des victimes de maladies professionnelles. Mais voilà, c'est plus des acteurs à l'extérieur ou à la marge des acteurs qui interviennent dans les politiques publiques de santé au travail.
Et donc toi, c'est ce à quoi tu as voulu t'intéresser justement, donc après avoir fait ces travaux sur l'amiante, et justement tu te disais tiens mais pourquoi ça n'émerge pas, donc c'est ce que je comprends, pourquoi ces problématiques de santé au travail n'émergent pas un petit peu comme l'amiante, et c'est ce que tu as voulu donc en tout cas c'est ce que tu as mis en évidence. Alors si on revient sur la problématique des maladies professionnelles, parce que c'est le sujet en fait de l'émission, et c'est à travers ça que toi finalement tu mets un petit peu ça en exergue. Alors, les maladies professionnelles, je suis allé regarder un petit peu dans le code de la sécurité sociale, et ce que ça nous dit, puisque c'est le code qui en fait fait référence à ces maladies d'origine professionnelle. Alors ce code nous dit que toute maladie, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, qui sont annexées au code de la sécurité sociale, est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Donc c'est l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Alors, voilà, qu'est-ce que c'est un tableau de maladie professionnelle? Donc, c'est-à-dire que s'il y a pas de tableau, on n'a pas de maladie. Comment ça se passe concrètement pour les gens? D'où ça vient ce dispositif? D'où ça émerge? Voilà, c'est un petit peu ce qu'on voudrait un peu expliquer à ceux qui nous écoutent probablement. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau de maladie professionnelle? D'où ça sort? Alors, pour comprendre ce qu'est un tableau de maladie professionnelle, il me semble qu'il faut faire un détour un peu historique et revenir en fait à la deuxième moitié, à la fin du 19e siècle, le moment justement où vont se redéfinir les risques professionnels, la question des risques professionnels dans la société française. Donc la première loi qui est symbolique de cette transformation, c'est la loi de 1898 qui organise la réparation des accidents du travail, des accidents liés au travail. Et donc avant cette loi, quand un ouvrier était victime, mourait sur un chantier, faisait une chute, etc. La seule façon de pouvoir obtenir une indemnisation, c'était dans le cadre du droit civil. Donc il fallait faire un procès à son employeur pour éventuellement obtenir une réparation. Et le droit civil, en fait, s'articule sur la notion de faute, c'est-à-dire qu'il fallait montrer que l'employeur avait fait une faute à un moment donné qui pouvait être à l'origine de l'accident qui avait provoqué la blessure ou la mort d'un travailleur ou d'un ouvrier. Donc c'était à l'ouvrier de démontrer que c'est ça, qu'il y avait une faute de l'employeur. La charge de la preuve était à l'ouvrier. D'accord. Et puis surtout il fallait qu'il y ait une faute. Quand il n'y avait pas de faute, comme on était dans le cadre du droit civil, où c'est la faute qui engage la responsabilité de la personne à l'origine de l'accident, s'il n'y avait pas de faute, c'était plus difficile. Alors il y a des jurisprudences qui commencent à se mettre en place dans progressivement avant cette loi de 1898 qui vont progressivement de façon plus automatique en tout cas imputer la responsabilité à l'employeur, mais la règle générale c'est le droit civil, quand il y a faute il y a indemnisation, quand il y a pas faute il y a pas d'indemnisation. Donc ça crée des inégalités parce que on avait des accidents très graves dans lesquels on n'arrivait pas à déterminer des fautes, donc sans indemnisation. Il y avait des inégalités aussi territoriales, les différents tribunaux à l'échelle nationale n'appréhendaient pas de la même manière les accidents du travail. Et puis il y avait une forte demande des employeurs, du patronat, de trouver désagréable, malvenu, d'être traîné en justice pour des accidents dont ils pensaient pas que ça relevait des tribunaux. Donc il y a eu toute une série de débats dans la deuxième moitié du 19e siècle qui a abouti justement à un compromis entre représentants des employeurs et représentants des salariés, des ouvriers, où en gros le deal c'était de s'engager à réparer automatiquement les accidents du travail. Donc on réparait de façon automatique les accidents du travail, mais ils n'étaient plus réparés que de façon forfaitaire. C'est-à-dire qu'on sortait du droit civil qui réparait intégralement les conséquences de l'accident pour entrer justement dans un régime de réparation forfaitaire où on répare, où on indemnise simplement l'absence de revenus liés au handicap ou à la mort du travailleur. Donc on voit bien le caractère de compromis de cette loi parce que on a vraiment automaticité contre caractère forfaitaire. Et donc derrière ça se met en place un système d'assurance qui va indemniser de façon automatique, mais forfaitairement, les accidents liés au travail. Donc, au départ,
un système d'assurance qui est lié à des caisses qui sont mises en place par les employeurs. Donc, dès le départ, juste une précision, parce qu'on va la retrouver jusqu'à la période contemporaine, c'est financièrement, c'est les employeurs de façon exclusive qui cotisent sur cette caisse d'assurance. Donc c'est vraiment les employeurs qui s'assurent contre le risque le risque d'accident du travail. Et puis donc la question, c'est que, alors dès le départ, cette question elle est en jeu, mais progressivement justement on dit, mais sur le même modèle qu'on a des accidents du travail, des chutes, des blessures, etc., où on voit bien le lien entre travail et accident, il faut construire un système similaire. En tout cas, il y a des demandes croissantes pour construire un système similaire pour ce qui concerne dans le cas des maladies liées au travail. C'est-à-dire, on constate, on constate dès le XVIIIe siècle que certaines professions génèrent des maladies, donc notamment le plomb et l'exposition au plomb des peintres qui utilisent la céruse, et donc le saturnisme, la maladie qui lui est liée. Donc on a quand même un lien de causalité qui est assez évident entre l'exposition au plomb et le saturnisme. Et donc progressivement il y a une demande, de la même manière qu'on avait trouvé un système automatique de réparation des accidents du travail, émerge l'idée qu'il faudrait faire la même chose pour les maladies professionnelles. Donc en fait on a transposé le système de reconnaissance quelque part des accidents du travail aux maladies professionnelles à l'époque, c'est ça? Voilà, c'est ça. On a élargi ce système-là aux maladies professionnelles. Okay. Mais donc, ce qu'il faut trouver, c'est un système qui permette une automaticité, ou en tout cas une forme de réparation qui s'enclenche de façon automatique. Donc, c'est ce qu'on va appeler, ce que les juristes vont appeler la présomption d'imputabilité. C'est important, ça. Il faut le garder en tête. Voilà, la présomption d'imputabilité, c'est-à-dire que on va dire que pour certaines maladies, on va, à partir du moment où un travailleur va effectuer un métier, donc va être peintre dans le domaine, va utiliser de la peinture au plomb, si quelqu'un est peintre et qu'il a un saturnisme, à ce moment-là, il faut trouver un moyen de rendre sa réparation automatique. Donc on va inventer le tableau de maladie professionnelle dans lequel on va mettre sur 3 colonnes, à gauche le nom de la maladie, donc saturnisme, à droite le type de métier qui produit ces maladies, donc travailler dans le domaine de la peinture, et à ce moment-là, si les deux conditions du tableau, alors on viendra sur la colonne du milieu qui est plus complexe, mais si les deux colonnes du tableau correspondent, si vous êtes peintre et que vous avez un saturnisme, à ce moment-là, votre maladie est présumée imputable au travail, donc présomption d'imputabilité, présumée d'origine professionnelle. Donc en fait, on n'a pas, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on n'a pas à démontrer que, en fait, il y a une faute de l'employeur, ou voilà, à ce moment-là, on rentre dans simplement d'avoir la maladie et d'avoir exercé le métier, et on est automatiquement reconnu malade dû au travail et on est indemnisé. Voilà. D'accord. On peut être reconnu comme victime d'une maladie professionnelle. Donc ça, c'est une loi qui se met en place. Alors c'est intéressant de le voir aussi en 1919. Donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, où il y a beaucoup de gens justement beaucoup d'ouvriers qui ont été appelés à travailler, à être exposés, etc. Et donc dans le système de la réparation qu'on va mettre en place, on va reconnaître justement leurs expositions dans le cadre de l'effort de guerre qui a été fait, y compris dans le domaine productif. Donc loi de 1919, et alors parmi les principales évolutions jusqu'à aujourd'hui, c'est 1946, le fait que ces systèmes d'assurance qui étaient disséminés dans différentes caisses liées à des groupes d'employeurs, etc., vont être intégrés justement au système de sécurité sociale tel qu'il existe aujourd'hui, donc avec la création d'une branche spécifique qui est la branche accident du travail, maladie professionnelle, donc la branche AT-MP, donc qui est en charge de la réparation et des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc de toutes les des conséquences définies juridiquement comme liées au travail. Et donc là, les employeurs cotisent à la caisse à ce régime spécial AT-MP. Voilà. C'est ça. Contrairement à la branche générale où on a des cotisations à la fois liées de l'employeur et des salariés, dans le cadre des cotisations accidents du travail, donc qui vont dans la branche AT-MP, on est sur des cotisations exclusivement des employeurs. D'accord.
Alors, juste pour revenir sur qu'est-ce qu'une maladie professionnelle, qui était la question de départ. Exactement. En fait, c'est une catégorie qu'on peut appeler une catégorie médico-administrative, médico-légale, c'est-à-dire que elle a une dimension à la fois médicale, scientifique, c'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de données scientifiques pour montrer médicalement, cliniquement, scientifiquement que l'exposition au plomb donne le saturnisme, que l'exposition aux produits dans les salons de coiffure, par exemple, peut produire des allergies chez certains travailleurs, etc. Donc il faut une base scientifique, médicale, qui montre une causalité entre un type d'exposition et un type de pathologie. Mais il faut, deuxièmement, que cette reconnaissance, elle entre justement, tu le disais tout à l'heure, dans le code de la sécurité sociale sous forme d'un tableau. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où le tableau va être publié au journal officiel et intégré dans le code de la sécurité sociale que la maladie professionnelle devient officiellement, justement, bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. Et alors, comment ça se passe donc, si je comprends bien, c'est que, imaginons que j'ai travaillé pendant X années avec le plomb, tiens. Et donc, je vais voir mon médecin, j'ai le saturnisme ou j'ai une autre maladie qui est liée au plomb, et comment ça se passe ? Alors, le médecin, c'est souvent le médecin du travail dans ce cas-là qui est le plus sensible à ces questions-là, va faire un certificat médical initial, va mettre sur un certificat la pathologie et le fait que selon lui elle est liée à une exposition professionnelle, ou en tout cas il va émettre des doutes et la possibilité que cette maladie puisse être reconnue dans le cadre d'un tableau. Et à ce moment-là, donc c'est au salarié lui-même de faire une déclaration auprès de la caisse de sécurité sociale. C'est-à-dire, c'est pas l'accident du travail est déclaré par l'employeur, mais les maladies professionnelles sont déclarées par les salariés, les assurés sociaux. Donc, on a cette maladie, on a le certificat médical initial, soit du médecin du travail. J'imagine que c'est aussi possible d'être fait par son médecin généraliste. Oui, tout à fait. Et donc, on envoie ça à la caisse. Et donc, finalement, comme il y a un tableau, c'est ce que je comprends bien, alors il suffit simplement d'avoir la maladie telle qu'elle est désignée dans ce tableau et d'avoir exercé le travail. Tu nous disais, il y a une colonne à droite qui désigne en fait les maladies, les activités, travaux, qui sont reconnues dans ce tableau comme étant en lien avec ces maladies-là, donc en lien avec l'activité professionnelle. Et c'est bon, on est reconnu, on a donc des indemnités journalières ou un certain nombre de prestations, on va dire, forfaitaires. Donc une reconnaissance. Alors, normalement, ça se passe comme ça. On constate quand même que dans le domaine des maladies professionnelles, autant le système de reconnaissance des accidents du travail fonctionne, on va dire, de façon satisfaisante, autant sur la question des maladies professionnelles, il y a souvent quand même une contestation de la part de l'assurance maladie qui va chercher à bien vérifier si tous les éléments sont rassemblés, parce qu'il faut bien pouvoir apporter la preuve. Je prends l'exemple des expositions à l'amiante, alors qui sont relativement faciles à être reconnues, faut reconnaître parmi l'ensemble des cancérogènes professionnels, mais souvent c'est quand même des expositions qui ont eu lieu en début de carrière, et puis ce qu'on appelle le temps de latence entre l'exposition de la maladie et le déclenchement d'un cancer du poumon ou d'un mésothéliome peut mettre jusqu'à 30 à 40 ans. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 40 ans entre l'exposition professionnelle, parfois en début de carrière, et le déclenchement le déclenchement de la maladie. Donc il faut avoir gardé les documents, il faut pouvoir prouver que à tel moment de sa carrière on a travaillé dans l'isolation par exemple, etc. Donc il y a quand même toute une série de difficultés administratives, et ça c'est bien montré dans une série de travaux pour construire en tout cas ce lien de causalité entre les situations de travail qu'on va essayer de rapprocher justement de la colonne de droite du tableau et la pathologie dont on est victime. Et donc en fait, c'est pas si automatique que ça quand je comprends bien, c'est qu'il faut quand même avoir gardé des preuves qu'on a été exposé. Et oui, parce que si la présomption d'imputabilité de la maladie au travail est automatique juridiquement, en effet, il faut pouvoir prouver qu'on a effectué ce travail-là, qu'on l'a effectué assez longtemps, que dans le travail qu'on effectuait, on était effectivement exposé à tel ou tel produit. Donc aujourd'hui, normalement, c'est plus facile parce que l'employeur est censé donner permettre la traçabilité des expositions, etc. Mais il y a 20, 30 ans, les choses sont beaucoup plus compliquées. Retrouver un certificat de travail,
prouver que dans le cadre du travail qu'on a effectué, on était effectivement exposé aux vapeurs de diesel, etc., aux gaz d'échappement. Enfin, c'est pas toujours très facile. Hein. Donc il y a quand même une difficulté pour le coup. Il y a quand même une vraie difficulté. Il y a une vraie difficulté, surtout que, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même ces types de dossiers qui sont les plus contestés par l'assurance maladie. Quoi. C'est les dossiers qui sont quand même les plus difficiles à faire reconnaître. Alors, tout à l'heure, on parlait, il y a finalement le système des tableaux avec 3 colonnes. On a évoqué les 2 colonnes. La première qui est finalement la maladie. Il faut qu'une maladie soit vraiment bien désignée dans cette première colonne. Si la maladie qui est, on va dire, diagnostiquée par votre médecin généraliste n'est pas celle qui a mentionné dans le tableau, ce que je comprends bien, c'est que finalement, on ne pourra pas bénéficier de ce système de reconnaissance et de présomption d'imputabilité, c'est-à-dire qu'on devra, là pour le coup, on y reviendra, mais et donc et la troisième colonne que tu disais, où finalement c'est les activités, voilà, qui sont aussi reconnues. Et si on n'a pas fait, si l'activité ne se trouve pas dans cette troisième colonne, alors on ne pourra pas prétendre au système des tableaux. Et l'autre colonne, de quoi il s'agit en fait? Alors la dernière colonne, c'est celle du milieu des tableaux de maladie professionnelle. Donc peut-être ceux qui écoutent ce podcast peuvent aller voir justement sur Internet, ça doit se trouver facilement un tableau. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle un délai de prise en charge, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure sur les temps de latence entre l'exposition et la maladie. Il y a un délai maximum de prise en charge. Alors par exemple, je prends l'exemple du tableau, peut-être qu'on y reviendra, du tableau 30 des maladies liées à l'amiante, où en 76 on fait rentrer le mésothéliome comme une maladie qui va être justement définie légalement comme une maladie professionnelle. Donc à partir de 76, juridiquement, formellement, on peut se faire indemniser un mésothéliome. Sauf que, point de détail, mais le diable est souvent dans les détails, il y a un délai de prise en charge à l'époque qui est de 15 ans. C'est-à-dire que il faut que au maximum 15 ans soient écoulés entre l'exposition et le déclenchement du mésothéliome. Or, ce que montre et ce que montraient à l'époque, dès 76, les travaux scientifiques, c'est que les temps de latence sont plutôt de l'ordre vont jusqu'à 30 voire 40 ans. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 40 ans entre la première exposition, donc quelqu'un qui va travailler 6 mois dans l'isolation, qui va travailler dans un tout autre domaine après, mais qui au moment de l'âge de la retraite, du départ en retraite, va contracter un mésothéliome. Donc il va falloir qu'il se souvienne déjà qu'il a passé 6 mois en début de carrière pour gagner, voilà, peut-être en job d'été, etc., dans l'isolation. Donc il va falloir qu'il se souvienne, qu'il trouve des traces qui soient capables de prouver ça. Et donc en 76, comme le délai de prise en charge maximum est de 15 ans, de toute façon, la prise en charge dans le cadre du tableau était pas possible. Et donc c'est que en 96, donc suite aux mobilisations que j'évoquais tout à l'heure autour de la question de l'amiante, que ce délai de prise en charge maximum a été porté à 40 ans, qui là justement est plus cohérent avec les connaissances scientifiques qu'on a du lien entre exposition à l'amiante et déclenchement du mésothéliome. Et donc en pratique, même si le mésothéliome était inscrit dans un tableau dès 76, il y a que à partir de 96 qu'on a pu effectivement reconnaître des mésothéliomes liés à l'amiante. Et ça, on le voit bien dans les chiffres, les nombres de mésothéliome qui sont reconnus. Il y a qu'à partir de 96 qui sont progressivement justement reconnus comme maladie professionnelle parce que le délai de prise en charge maximum a été élargi. Donc voilà cette troisième colonne qui empêche parfois justement des prises en charge de maladies professionnels dans le cadre des tableaux. Donc il y a un certain nombre de contraintes là finalement à ces tableaux. Alors pour ceux qui nous écoutent, effectivement on pourra retrouver un modèle de tableau, notamment sur le site de l'INRS, l'Institut National de Recherche et de Sécurité, où il y a l'ensemble des tableaux. Il y a à peu près combien de tableaux aujourd'hui? Il y a eu un peu plus d'une centaine, parce qu'il y a, en gros, je crois que le dernier tableau c'est 98, donc il y a formellement, parce qu'ils sont tous numérotés, donc le tableau sous réserve de vérification, mais 98 ou 99 le dernier tableau, mais il y a des tableaux bis, terre, etc. Donc qui sont spécifiques à certaines pathologies. Par exemple, je prends l'exemple des maladies liées à l'amiante. Il y a le tableau 30 où on a la plupart des pathologies qui sont prises en charge, mais il y a un tableau 30 bis qui est spécifique au cancer du poumon lié à l'amiante. Donc qui permet la reconnaissance justement des cancers du poumon liés à une liste limitative de travaux exposant à l'amiante. Mais il y a quand même un truc là, s'il n'y a pas de tableau
Qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il n'y a pas de tableau, depuis 93, on a mis en place un système complémentaire de réparation, d'indemnisation des maladies professionnelles. Donc ça, c'était lié à une directive européenne qui rendait ça obligatoire. Donc à partir de 93, on a mis en place justement un système qu'on appelle un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est-à-dire il intervient dans 2 cas de figure. Premier cas de figure, vous remplissez pas justement toutes les conditions du tableau. C'est-à-dire vous avez par exemple vous remplissez pas la question du délai de prise en charge. Vous avez 41 ans entre l'exposition et le déclenchement du mésothéliome. Donc dans ces cas-là, il va falloir faire une demande qui va être analysée, expertisée par un comité régional de réparation des maladies professionnelles, donc qui va expertiser votre cas et voir si vous pouvez bénéficier, vous pouvez être reconnu comme victime d'une maladie professionnelle. Donc premier cas de figure, vous remplissez pas toutes les conditions du tableau, et deuxième cas de figure, vous êtes victime d'une maladie dont vous pensez qu'elle est liée au travail, mais il n'y a pas de tableau qui existe, donc à ce moment-là, il faut faire une demande. Alors c'est le cas notamment aujourd'hui, l'essentiel des reconnaissances de maladies professionnelles par ce canal complémentaire, c'est justement les risques psychosociaux qu'on évoquait tout à l'heure. En gros, c'est 7 à 800 reconnaissances par an, je crois, dans les dernières années. Donc l'essentiel aujourd'hui des reconnaissances par cette voie complémentaire, c'est les risques psychosociaux, parce que en effet, même si c'est un point qu'on débat depuis au moins les années 80-90 au sein du ministère du Travail et des différentes instances de concertation peut-être qu'on présentera tout à l'heure, ce point est en débat depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, mais on n'a pas abouti encore à la création d'un tableau pour reconnaître justement les risques psychosociaux liés au travail. Ouais. Donc pour ceux qui se souviennent, c'était un point de la campagne de Benoît Hamon, par exemple, la reconnaissance du burn-out, qui était une façon spécifique de prendre cette question-là. Mais voilà, ça a fait l'objet d'un débat public ponctuel, mais on n'a toujours pas de tableau sur les risques psychosociaux. Oui, et puis il y a eu à peu près 1 an, je crois qu'il y a la France Insoumise qui avait essayé de faire passer, c'est ça, un tableau sur les risques psychiques. Ok. Donc quand il n'y a pas de tableau, un système complémentaire, ça nous vient d'où ce système complémentaire? C'est parce qu'il y avait un problème avec les tableaux? C'était la contrainte européenne. Il y avait une obligation de mettre en place un système, parce que les systèmes de tableaux sont assez généralisés dans la plupart des pays industrialisés, et notamment historiquement le Bureau international du travail, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, publiait des listes de maladies professionnelles qui devait être à minima justement intégré dans les systèmes de reconnaissance des maladies professionnelles. Mais donc on a à peu près un système de tableau, de liste de maladies professionnelles qui est assez généralisé dans les pays industrialisés, mais l'Union européenne exigeait que tous les pays, alors certains en avaient, mais que tous les pays mettent en place un système complémentaire. Donc il y a eu, c'est une des raisons, une des principales raisons pour laquelle ce système a été mis en place, et pendant très longtemps il est resté très marginal en termes de nombre de maladies reconnues, quoi. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement par le système des tableaux que sont reconnues les maladies en France? Oui, je crois que c'est à peine, c'est quand même jusqu'à 10%. 10% de maladies professionnelles qui sont reconnues par ce biais-là, mais comme je disais tout à l'heure, par le système complémentaire. Ouais, par le système complémentaire. On reviendra peut-être sur les chiffres tout à l'heure, mais donc une dizaine de pourcents, je crois de mémoire, c'est de l'ordre de 700-800 de ces cas-là qui sont liés aux risques psychosociaux. Alors, on évoque les tableaux, mais finalement, ça représente quoi les maladies professionnelles en France? Il y en a combien? Alors, combien? Ça, c'est une grosse question. Parce que justement, en fait, la grosse question, c'est que on est dans, alors, c'est des questions qui se posent dans beaucoup de cas de figure, dans la mesure de la délinquance, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'instrument qu'on utilise mesure? Et donc, la grosse question, quand on s'interroge sur combien il y a de maladies professionnelles, c'est est-ce que on se limite à mesurer les maladies professionnelles indemnisées, donc par ce système de la branche accident du travail, maladies professionnelles de la sécurité sociale qui indemnise des maladies professionnelles. Donc, à ce moment-là, on est sur un ordre, alors on reviendra sur ce que ça représente, mais un ordre de grandeur, c'est 50 000 maladies professionnelles reconnues par an. Donc, ça a l'air... C'est relativement... C'est beaucoup C'est pas négligeable, oui, c'est pas négligeable. Mais on a des points de comparaison ou pas avec d'autres pays européens, ou enfin alors
On a des points de comparaison. Alors là, moi, j'ai pas les chiffres très précis. Il y a des systèmes qui reconnaissent mieux quand même. Alors moi, j'ai des points de repère pathologie par pathologie. Je sais que, par exemple, en Allemagne, on reconnaît beaucoup plus de maladies liées à l'amiante qu'en France. En Espagne, on n'en reconnaît quasiment pas. Donc pathologie par pathologie. Après, je crois qu'il y a eu l'Eurogip, là, qui est l'institut qui fait des comparaisons à l'échelle européenne, a publié des chiffres, mais c'est vrai que je les ai peut-être pas. Bon, on renverra à nos auditeurs, parce que bon, c'est pas l'idée, c'était pas de faire des points de comparaison européens. Donc le site Eurogip, eurogip.fr, il y a un certain nombre effectivement de documentation sur les maladies professionnelles en Europe et une comparaison des différents systèmes. Donc tu disais à peu près 50 000 maladies professionnelles indemnisées. C'est important de comprendre la différence en France. Voilà. Donc, maladies professionnelles indemnisées, ça veut dire celles qui sont effectivement reconnues par le système de sécurité sociale. Donc, déjà, c'est beaucoup moins que les maladies qui sont déclarées. Il y a à peu près le double de maladies de personnes qui font, je disais que c'était beaucoup contesté par l'assurance maladie. Donc, il y a à peu près le double de demandes d'indemnisation qui sont déposées devant les caisses de sécurité sociale. Et il y en a que la moitié qui aboutissent à une reconnaissance. Donc, déjà, on voit, alors, ça, c'est il y a un tri. Voilà, il y a un tri, une sélection. Alors, dans certains cas, sans doute, ça renvoie à des maladies qui sont peut-être pas d'origine professionnelle, mais dans beaucoup de cas, justement, c'est plus des questions de difficulté à établir la preuve soit de l'exposition, soit de la définition même de la maladie, etc. Donc, c'est souvent des difficultés d'ordre administratif, justement, à faire reconnaître, à faire aboutir la demande de reconnaissance. Ce qui est important de voir, c'est que sur ce nombre de 50 000 maladies reconnues, la plupart, l'essentiel, à peu près 80%, 87% pour être précis, correspondent aux troubles musculo-squelettiques. C'est-à-dire que sur les 48 000, si on prend les derniers chiffres de 2016, sur les 48 000 maladies professionnelles, il y en a plus de 42 000 qui sont des troubles musculo-squelettiques. C'est énorme. Comment ça s'explique? C'est énorme parce que on a des tableaux qui permettent, alors on reviendra peut-être sur le tableau des TMS parce que c'est quelque chose qui est en train de changer, mais qui jusqu'à présent en tout cas permettait une réparation des troubles musculo-squelettiques, donc liés. Alors, à quoi est-ce que c'est lié? C'est lié aux accélérations de cadence, à l'intensification du travail qu'on connaît depuis les années 90, donc qui touche plus ou moins certains secteurs, mais qu'on connaît par exemple dans le domaine de la découpe de viande, des abattoirs, etc. Mais dans d'autres secteurs, etc. Les caissières, on est face à des métiers qui sont intensifiés. C'est-à-dire que il y a de moins en moins de temps de pause, une exigence de rythme de travail de plus en plus élevée. Donc on a depuis plusieurs décennies justement une augmentation très forte des troubles musculo-squelettiques, et ces troubles-là sont relativement bien reconnus justement par les caisses de sécurité sociale. Donc on verra que cette situation est en train de changer parce que justement on a rendu plus difficile la reconnaissance des troubles musculo-squelettiques depuis quelques années. Donc on a un nombre de troubles musculo-squelettiques reconnus qui baisse progressivement depuis 2011, depuis la nouvelle rédaction du tableau. Parce que justement, comme il y avait une croissance importante, c'est ça en fait que tu es en train de dire, c'est qu'il y avait une croissance de du nombre de reconnaissances, et on rappellera que finalement ce sont les employeurs après qui finalement en retour doivent payer des cotisations supplémentaires, parce que c'est un régime assurantiel. Oui. On est bien d'accord. Oui. C'est ça que tu es en train de dire, c'est que globalement l'idée c'est de limiter un petit peu le... C'est-à-dire que le constat quand même qu'on fait depuis la création de cette branche, alors peut-être avec quelques années d'exception, etc., mais on est quand même face à la seule branche de l'assurance maladie qui est excédentaire. C'est-à-dire que c'est une branche de l'assurance maladie qui n'a jamais été, ou alors peut-être quelques années ponctuelles, en déficit. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais été en déficit? Parce que, par exemple, au moment de la crise de l'amiante, qu'est-ce que font les pouvoirs publics? Ils créent le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante pour extraire le risque amiante de la reconnaissance des maladies professionnelles, qui auraient été incapables, sauf à remonter, en tout cas de façon très importante, les cotisations des employeurs, qui auraient explosé justement avec la prise en compte du risque amiante. Donc on est en effet dans un système qui est très...
totalement dans une logique d'assurance. C'est-à-dire que, en gros, on adapte la compensation du risque, l'indemnisation du risque, aux cotisations que les employeurs sont d'accord pour prélever donc on est en effet dans un lien où on cherche à obtenir l'équilibre entre les cotisations versées et la reconnaissance des maladies professionnelles. Donc on va revenir alors, parce que finalement je comprends, mais peut-être on va terminer sur les chiffres. Alors sur les donc chiffres, il y a 80% de TMS. Donc 80% de TMS, ça veut dire que, alors en gros, si on enlève les deux grosses, en termes de masse, de nombre de maladies professionnelles, donc vous avez les TMS, 42 500 en 2016, et vous avez 3000 maladies liées à l'amiante. Donc si on enlève ça, en gros, on est sur 3000, un peu moins de 3000 maladies professionnelles qui sont reconnues sur, je rappelle quand même, 18 millions de salariés exposés. Donc on y reviendra peut-être sur le cas des cancers qui est le plus caractéristique, mais on est quand même dans un système qui reconnaît une fraction assez réduite des maladies professionnelles. Alors, une fraction assez réduite, tous les acteurs le reconnaissent, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est assez difficile de donner des chiffres scientifiques qui chiffrerait justement, qui permettrait la quantification de l'ensemble des effets du travail sur la population. Donc on n'a pas de chiffres unanimement reconnus des effets du travail sur la santé de façon générale, mais quand on voit cas par cas, on reviendra peut-être sur quelques exemples, dans le cas des cancers, dans le cas de certaines pathologies, on voit bien que on a un différentiel très important entre le nombre de cas qui sont attendus dans la population, le nombre de cas dont on estime que sont victimes les professionnels exposés, et le nombre de pathologies qui sont effectivement reconnues. Alors peut-être pour donner l'exemple des cancers que j'évoquais tout à l'heure, chaque année, si on exclut les cancers liés à l'amiante, on a 300 cancers d'origine professionnelle qui sont reconnus par an, donc sur 18 millions, je rappelle, de salariés concernés, alors qu'on estime que d'un point de vue épidémiologique, on attend plutôt entre 14 000 et 30 000 cancers liés aux activités professionnelles dans l'ensemble de la population. Donc ça, ce sont des chiffres, des estimations, c'est ça? Oui, épidémiologistes. Parce que en gros, alors c'est un ordre de grandeur, mais en gros on estime qu'entre 4 et 8% de l'ensemble des cancers sont d'origine professionnelle. Donc on estime que en gros on est sur une fourchette entre 14 000 et 30 000 cancers par an. Donc effectivement on reconnaît à peu près 2000 cancers liés à l'amiante, mais hors amiante, donc on reconnaît que 300 cancers, donc on voit bien qu'on est vraiment loin du compte, loin de ce qui de ce qui représente justement les effets du travail sur la santé et les cancers professionnels. Donc en fait, effectivement, donc entre le nombre de cancers reconnus et les estimations, il y a un gap. Ça s'explique comment? Donc, ce que je comprends aussi, c'est qu'on a du mal à estimer quand même aussi ces chiffres-là. L'assurance maladie, donc qui indemnise les cancers, elle a son propre système, mais d'identification ou de comptage des maladies qui sont reconnues. Donc, d'un point de vue administratif, elle le suit. Mais finalement, on n'a pas de système qui nous permette de savoir, à part ces estimations dont tu nous parles. Et en fait, c'est des estimations de l'Institut de veille sanitaire qui est devenu Santé publique France, c'est ça? J'ai sous les yeux donc cette estimation dont tu nous parles, c'est entre 4 et 8,5% d'estimations de cancer qui seraient liées à des expositions professionnelles. Effectivement, ça nous conduit à entre 18 et 30 000 nouveaux cas a priori en 2012, donc par rapport aux 300 reconnus, effectivement, il y a un gap. Il y a un gap. Alors, même si on rajoute les 2000 cancers liés à l'amiante, on est quand même sur un gap assez important. Ben, après, on a là, c'est la même chose. On est sur des études qui ont été faites cancer par cancer, où, dans la population des personnes exposées, je pense que, alors, les chiffres, c'est des ordres de grandeur, mais on attend à peu près 600 cancers de la vessie, et qui sont essentiellement des cancers liés aux activités professionnelles.
on en reconnaît que quelques dizaines dans le meilleur des cas. Donc on est dans chaque cas de figure, justement, on reconnaît très peu de cancers professionnels. Alors c'est lié à la difficulté générale de reconnaissance des maladies professionnelles. Alors peut-être qu'on reviendra sur cette question-là de façon particulière, mais il y a aussi une difficulté qui est propre à la reconnaissance des cancers, qui ont du mal à rentrer dans le système des tableaux. D'accord. Peut-être. Alors, qui c'est qui les fait les tableaux? Alors, la question des tableaux. C'est la grande, parce qu'on y arrive. Qui les crée ces tableaux? Alors. Parce qu'on a bien compris qu'il y avait quand même des difficultés administratives pour la reconnaissance, qui peut expliquer, d'après ce que j'ai compris, donc finalement, que, voilà, on explique en partie ce gap dont on vient de parler. Mais qui les fait les tableaux? Parce que j'imagine que finalement, comme les employeurs, ont des cotisations qui vont augmenter si on a plus de reconnaissance, j'imagine que quelque part ils font bloc aussi, mais il y a peut-être pas que cette explication. Donc alors les tableaux sont créés, enfin c'est un processus, même chose. Reprenons peut-être 1919. En fait, il y a deux maladies, enfin deux origines professionnelles des maladies qui sont prises en compte. C'est les expositions au plomb et au mercure. Donc déjà dans cette période-là, en 1919, en Allemagne, en Angleterre, on a au moins, plus d'une dizaine de maladies professionnelles qui sont reconnues. Donc en France, quand on met en place la loi, on crée deux tableaux, le tableau du plomb et le tableau du mercure. Et donc dès le début de la mise en place de cette loi, il y a une thèse récente qui a été soutenue là-dessus. On a des négociations qui s'opèrent. Alors qui sont des négociations, je disais, qui sont à la frontière entre l'expertise scientifique et la négociation sociale. C'est des concertations qui ont lieu entre représentants des employeurs et représentants des syndicats de salariés pour négocier justement le contenu des tableaux et faire rentrer de nouvelles maladies dans cette catégorie justement des maladies professionnelles indemnisables potentiellement reconnues. Donc aujourd'hui, donc il y a eu différentes générations de commissions de négociations. Aujourd'hui, en fait, ces négociations, elles ont lieu au sein du COCT, alors je me souviens jamais, Conseil d'orientation des conditions de travail. Merci. Donc le Conseil d'orientation des conditions de travail, donc est une instance de concertation entre partenaires sociaux qui se réunit au sein du ministère du Travail et au sein duquel on a une commission qui est la commission des pathologies professionnelles et donc qui est en charge de la révision des tableaux existants et de l'adoption de nouveaux tableaux. Donc une négociation qui doit s'appuyer sur un certain nombre de connaissances scientifiques, c'est-à-dire que on voit bien que la création d'un nouveau tableau, elle doit être liée justement à des connaissances scientifiques qui attestent du lien entre une exposition et une maladie, mais les données scientifiques ne suffisent pas à la création de tableaux. Derrière, il y a en effet des négociations souvent âpres, souvent tendues entre partenaires sociaux, parce que on est dans le cadre de ces négociations dans un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que ce que gagnent les uns, si on crée un nouveau tableau qui va permettre des reconnaissances, les autres le perdent, c'est-à-dire que en effet il faudra cotiser plus, ça va demander plus d'argent pour indemniser les nouvelles maladies, etc. Donc on est dans un système où on a des intérêts strictement contradictoires entre représentants des employeurs et représentants des employés, des syndicats de salariés. Donc les uns cherchant à maximiser, on va dire, le nombre de tableaux, ça va être les salariés, pour qu'il y ait plus de reconnaissance, et les autres peut-être à minimiser le nombre de tableaux. À faire en sorte qu'en tout cas les tableaux induisent le moins d'indemnisation possible. D'accord. Ouais. Et donc j'imagine, dans cette commission, donc finalement on discute à la fois la problématique scientifique, médicale, démonstration du lien entre les expositions et la maladie, et à la fois la problématique économique que ça peut avoir sur justement les cotisations des employeurs et les répercussions sur les activités économiques. Alors les deux dimensions sont présentes, mais globalement on est plutôt quand même centré, les débats sont plutôt centrés autour des enjeux scientifiques, c'est-à-dire que les différentes délégations qui sont présentes du MEDEF, CNPF et des représentants syndicaux viennent avec leurs propres experts, c'est-à-dire avec des médecins du travail, des professeurs
hospitalier, etc. Donc chacun vient avec ses experts, et donc les discussions portent. Alors on traite aussi des questions économiques, mais les discussions traitent plus sur des arguments, en fait, portent plus sur des arguments scientifiques. Donc on a une négociation dans lesquelles justement sont complètement brouillés, mêlés les arguments scientifiques et les dimensions de négociation sociale. Donc ce qui s'est longtemps passé, ce qu'on a longtemps observé, c'est que on a eu une espèce on pourrait dire une convergence d'intérêts entre les experts scientifiques qui étaient mobilisés notamment par le patronat et les intérêts justement des patrons. Alors, je prends l'exemple du dernier tableau historiquement créé, donc les tableaux 97 et 98 sur les douleurs lombaires, donc le mal de dos qui a fait l'objet donc d'un tableau de maladie professionnelle en 1999, donc à l'époque de Martine Aubry, donc il y a quand même une vingtaine d'années presque. Donc ce tableau-là, ce qu'il faut bien voir, c'est que il aboutit par la création d'un tableau en 99, mais les discussions qui ont lieu sur cette question-là, elles remontent à 10 années auparavant. C'est-à-dire que on est dans les phases. Pourtant, le mal de dos, alors on parle pas du mal de dos de quelqu'un qui tape sur un ordinateur, c'est les douleurs liées au travail de maçonnerie, donc la manutention de charges lourdes, les routiers, etc., exposés à des vibrations. Donc on est vraiment sur des douleurs de dos qui sont invalidantes, qui peuvent empêcher les gens de travailler au bout de certaines années de carrière, etc. Donc un problème de santé publique qui était reconnu dès les années 80, mais sur lequel il a fallu avancer dans une négociation pour aboutir à des résultats. Et donc le compromis qui se scelle pour créer les tableaux 97 et 98, c'est de définir les douleurs de dos qui vont être indemnisées par le fait qu'elles vont toucher quelques vertèbres en particulier. Donc, alors je vais peut-être pas les citer, mais c'est certaines vertèbres lombaires, certaines cervicales, etc., qui, si elles sont, si on arrive à montrer que c'est le disque qui est lié de telle et telle vertèbre, à ce moment-là, on va avoir une reconnaissance. Si c'est un autre type de mal de dos qui peut pas être repéré dans le cadre d'un examen clinique, notamment d'une IRM, à ce moment-là, il y aura pas de possibilité d'indemnisation au titre de ce tableau. Alors, ce qui est intéressant Mais ça, c'est la science qui montre ça. Alors, la science, en fait, ce qui s'est passé dans le fil de la négociation, c'est que ces pathologies-là qui sont dans le tableau, là, c'est sciatique, par hernie discale sur telle et telle vertèbre, c'est des pathologies dont dont il était impossible de dire qu'elles étaient pas douloureuses, qu'elles étaient pas liées au travail, etc. C'est-à-dire que si on poussait au bout les praticiens hospitaliers qui accompagnaient les délégations patronales à l'époque, s'ils voulaient garder une légitimité scientifique, ils étaient obligés de dire que oui, ces pathologies-là, on était obligé de les reconnaître. Mais en même temps, on pouvait très bien dire, et c'est le compromis qui a abouti entre représentants du patronat et des syndicats à l'époque, c'est les syndicalistes ont dit, ben voilà, au moins on reconnaît ces pathologies-là. On aurait préféré qu'il y en ait plus qu'en effet toutes les douleurs lombaires des maçons, des conducteurs routiers soient prises en charge, mais au moins on a celles-là parce que comme elles sont objectivables par IRM, etc., donc on peut les mesurer dans le cadre d'un examen clinique, au moins on permet de reconnaître ces maladies-là. Donc en gros, on voit bien que là, on a une négociation qui aboutit sur une définition restrictive du tableau, qui va permettre de reconnaître qu'un tout petit nombre de maladies, mais qui, aux yeux des syndicats, permet au moins de reconnaître ces pathologies-là. Donc, et là, on voit bien qu'il y a un intérêt convergent entre une définition restrictive, clinique restrictive de la maladie, l'intérêt du CNPF à l'époque, du MEDEF aujourd'hui, d'une définition qui va être très restreinte de la maladie, donc qui va limiter au maximum l'indemnisation, enfin la possibilité d'indemnisation des victimes. Mais alors, mais les experts des salariés, je veux dire, j'imagine qu'ils ont donné le change aussi aux experts des employeurs, et puis finalement ils se contentent
Ils sont pendant les 10 années où ils ont essayé de se battre pour essayer d'avoir mieux. Ils sont à armes égales. Mais ce qu'on constate, c'est que d'un côté, justement, côté CNPF, MEDEF aujourd'hui, on a plutôt des praticiens hospitaliers, donc cliniciens reconnus dans la hiérarchie médicale, etc. De l'autre côté syndicat, on a plutôt des médecins du travail qui sont hiérarchiquement justement moins reconnus dans la hiérarchie des sous-disciplines médicales. Donc on a des rapports de force qui sont qui se réfractent aussi dans cette commission-là, avec des arguments justement qui vont être plutôt des arguments liés à la pathologie, aux examens cliniques, par exemple à la mise en place d'une IRM pour confirmer le diagnostic d'un côté, et puis des médecins du travail qui pourront plutôt insister sur les types de vibrations, les types de manutention, en fait les types de conditions de travail qui vont provoquer les maladies. Donc des types d'argumentation qui vont être plus ou moins légitimes justement dans les hiérarchies scientifiques et médicales. Donc en gros, étant donné les rapports de force dans la commission, les syndicats ont accepté justement cette définition restrictive parce que au moins ça permettait d'avoir un tableau et que après 10-12 ans de négociations, ça permettait au moins de faire aboutir cette reconnaissance, et peut-être en espérant justement qu'il y ait une amélioration à terme du tableau, mais ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Tu nous parlais tout à l'heure des troubles musculo-squelettiques avec un exemple d'un les troubles tableau justement où il y avait une espèce de retour en arrière. Comment c'est possible? Ça, c'est la science qui explique pas. Qui met ça à l'agenda de ces discussions? Les troubles musculo-squelettiques, c'est comme on l'a dit, donc c'est là où on a massivement l'essentiel des reconnaissances. Donc je disais 87% des troubles musculo-squelettiques, et donc c'est un tableau qui fonctionne bien, qui est assez efficace, qui permet des reconnaissances de pathologies, de pathologies liées au travail. Alors petit à petit justement, il a été réécrit au début des années 90, et on voyait bien que avant la réécriture du tableau, on avait déjà une augmentation des troubles musculo-squelettiques reconnus. Donc qui renvoie bien à cette idée que si on a de plus en plus de troubles musculo-squelettiques, c'est aussi parce que le travail s'est intensifié, les conditions de travail sont durcies, etc. Donc le lien de causalité, il est assez clair sur le fait que les conditions de travail se transforment au cours des années 80, à partir des années 80, et on a une forte intensification du travail. Mais il n'empêche que la réécriture du tableau en 91 va accélérer ce processus et va faciliter en tout cas les reconnaissances de TMS. Donc depuis la réécriture de ce tableau au milieu des années 90, le patronat est pas très content justement de l'efficacité du tableau. Et là, cette fois, on n'a pas joué sur la définition clinique de la maladie comme ça a été le cas sur les douleurs de dos, où on avait une définition clinique restrictive de la maladie autour de la désignation des quelques vertèbres dans lesquelles on va reconnaître, qui vont permettre la reconnaissance de la maladie. Là, on va travailler sur la partie droite, justement les travaux qui permettent une reconnaissance. Alors, jusqu'à présent, justement, jusqu'en 2011, la réécriture du tableau. Ça a commencé dans le cas de l'épaule, mais petit à petit, c'est tous les troubles musculo-squelettiques qui vont être concernés. On avait une définition assez large des travaux, c'est-à-dire des travaux comportant habituellement, donc je cite, travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. Donc on voit dès qu'on a pour les TMS de l'épaule, dès qu'on a des travaux qui font forcer sur l'épaule ou qui font des mouvements répétés sur l'épaule, on avait une reconnaissance possible des troubles liés à ces pathologies. Alors depuis 2011, on a réécrit le tableau, donc la colonne de droite. Alors je lis même chose, je cite: travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction. Alors déjà en abduction, on est obligé de mettre un astérisque pour expliquer que c'est des mouvements qui obligent à décoller. Donc je lis même la définition qui est donnée. Un mouvement d'abduction, 2 points, correspond au mouvement entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Donc il faut bien que le bras soit décollé, et donc je continue la lecture. Donc travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Mais qui est capable de dire voilà. Et la question c'est, vous voyez, on imagine le médecin du travail avec son rapporteur et son chronomètre pour voir si, en effet, la personne est est à plus de 60 degrés, plus de 3h30 en cumulé. On voit bien le caractère complètement surréaliste de cette situation. Donc, en effet, on voit bien que là, on est dans une définition totalement arbitraire de ce qui va être reconnu et pas reconnu dans le cadre du tableau. Donc, où on voit bien les fondements sociaux, les fondements économiques et sociaux justement de la définition de ces tableaux. Donc là, on voit bien le caractère très les dimensions sociales de cette négociation et négociation qui a eu des effets assez nets puisque alors que le nombre de maladies indemnisées augmentait, alors très doucement mais augmentait régulièrement depuis les années 90, depuis 2011, on a une baisse du nombre de maladies professionnelles reconnues, essentiellement liées justement à la baisse des TMS. Pour donner un ordre de grandeur, en 2011, on avait 55 000 maladies professionnelles reconnues. En 2016, on est à 48 700. Donc, on voit une baisse régulière, progressive, qui va sans doute s'accélérer au fur et à mesure où on va étendre cette définition restrictive des travaux qui permettent la reconnaissance des TMS au coude, aux poignets, enfin à différentes autres troubles musculo-squelettiques. Je te propose d'écouter un extrait en fait d'une audition dans le cadre en fait de l'élaboration du rapport de la commission d'enquête parlementaire qui a été publié en juillet dernier. Donc rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les maladies et les pathologies professionnelles dans l'industrie et les moyens à déployer pour leur élimination. Et dans cette audition, tu vas entendre finalement le constat et une question de son rapporteur de cette commission d'enquête, qui est Pierre Dharréville, qui est un député à l'Assemblée nationale, et puis la réponse en fait du directeur général du travail, Yves Struyck. Je te demanderai de le commenter. Troisième question, j'en profite, pardonnez-moi, concernant les tableaux. On a eu beaucoup d'échanges sur ces tableaux dont vous assurez le secrétariat de celles et ceux qui les discutent. À l'instant encore, on nous disait on est dans une situation de blocage où ça n'évolue pas, alors que il y aurait matière, y compris du point de vue des travaux scientifiques dont nous avons connaissance, etc. Votre regard justement sur l'état actuel de ces tableaux et sur les blocages qui peuvent éventuellement exister et sur les moyens peut-être de progresser en la matière. Je partage votre constat. C'était une situation qui n'était pas tenable, de blocage systématique, de modification ou d'élaboration. Ces commissions ne fonctionnaient pas, par des désaccords persistants entre organisations professionnelles, organisations syndicales. À chaque fois qu'il y avait un expert qui venait, il était contesté des deux côtés, soit parce qu'il était trop ferme, soit parce qu'il était trop lâche, entre guillemets. Donc une situation de blocage qui tenait au fait que la phase d'expertise scientifique, médicale, est-ce qu'il y a un lien entre tel produit, telle posture et telle pathologie, était en quelque sorte absorbée par l'autre phase qui est politico-sociale, que vous connaissez, c'est moins la définition des postes d'activité eux-mêmes que les paramètres essentiels que sont le délai de prise en charge. Et sur ce point, on voyait bien que il fallait que l'État reprenne la main. Donc, on voit bien, c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que cette espèce de phase un petit peu mélangée où il y a une discussion à la fois scientifique et médicale, et puis on voit bien qu'il y a les intérêts économiques qui viennent se greffer, et les intérêts finalement à la fois des employeurs et des salariés soit à maximiser les tableaux ou les reconnaissances, soit au contraire à les diminuer, et ça fait part finalement de cette situation de blocage. Comment on en sort, enfin qu'est-ce qui se passe, pourquoi finalement chacun se satisfait de cette situation, puisque ça fait des années que ça dure, et puis on voit bien les conséquences aussi sociales que ça peut avoir en termes de reconnaissance et de réparation des maladies professionnelles. Je pense qu'il y a une raison au blocage qui est encore un peu différente. Alors c'est vrai qu'il y a cette question du brouillage, on l'a un peu évoqué, entre dimension scientifique et négociation politique et sociale, mais je pense qu'il y a aussi un blocage qui est lié au fait que
depuis les années 90, l'essentiel, enfin le problème de santé publique essentiel lié aux expositions professionnelles et au travail, c'est quand même la question des cancers. Je vais y revenir. Voilà. Bien, tu fais bien de l'aborder. C'est la question des cancers. Alors on reviendra peut-être sur les autres dimensions, mais et je pense que contrairement à ce que je disais tout à l'heure, où on avait des convergences d'intérêts parfois entre scientifiques et représentants du patronat, etc. Là, on est dans une configuration où les définitions épidémiologiques des maladies fonctionnent plus sur le mode clinique, c'est-à-dire que on n'est plus sur telle maladie est liée à telle exposition. Par exemple, quand on a une intoxication, quand on a une allergie, on voit bien qu'il y a un produit qui provoque une allergie et donc cliniquement on peut faire le lien entre telle pathologie et telle exposition. Dans le cadre des cancers, on est dans une définition qui fonctionne justement, qui s'appuie plus sur les données cliniques mais sur les données épidémiologiques. C'est-à-dire que ce qui permet de la façon dont on définit les cancers aujourd'hui, c'est plus à l'échelle d'un individu, mais à l'échelle d'une population. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on sait des cancers liés au travail, c'est que X%, on l'évoquait tout à l'heure, entre 4 et 8% de l'ensemble des cancers sont liés au travail, mais ça veut dire que chez les travailleurs de l'amiante, ceux qui travaillaient dans l'isolation, par exemple, dans les années 60, on voyait que 40% de leur cancer du poumon étaient liés à l'exposition à l'amiante, donc dans certaines populations spécifiques, fortement exposées, etc. Mais en même temps, une fois que la personne qui est victime d'un cancer arrive devant son médecin, c'est impossible. Enfin, il est impossible de différencier un cancer du poumon, qu'il soit lié à l'amiante, qu'il soit lié au tabac, qu'il soit lié au gaz d'échappement diesel, qu'il soit lié à telle ou telle autre cause. Donc, on a bien une connaissance en termes de population, en termes d'épidémiologie, mais on ne peut pas dire à tel ou tel cas de figure que tel cancer est vraiment lié à une exposition professionnelle. Et donc, on est dans des raisonnements épidémiologiques en termes de risque attribuable, c'est-à-dire X% des cancers sont liés à telle ou telle cause, etc. Donc X% des cancers liés à telle cause. Or, si on reprend le schéma du tableau, si on le relie justement en termes de risque attribuable, si on prend l'exemple du tableau 30 bis que j'évoquais tout à l'heure, qui est le tableau qui... C'est l'amiante. Voilà, qui permet de reconnaître les cancers, spécifiquement les cancers du poumon liés à l'amiante. Si on crée un un tableau 30 bis, ça veut dire que à partir de ce moment-là, 100% des personnes qui travaillent dans le domaine de l'amiante vont voir leur cancer du poumon reconnu. Donc on est bien, le tableau il fonctionne bien sur 100% des cancers reconnus. Enfin, alors après c'est juridique, hein, il y a beaucoup de difficultés, on l'a dit, de reconnaissance, mais juridiquement ça veut dire que 100% des cancers des personnes qui sont exposées à l'amiante, 100% de leur cancer du poumon vont être reconnus comme maladie professionnelle. Or, c'est vrai que il y a une partie des cancers du poumon qui sont effectivement liés à l'amiante, qui sont sans doute sous-évalués dans les schémas qu'on a aujourd'hui, mais il y a aussi une part de ces cancers qui sont liés à d'autres types d'expositions, soit professionnelles dans d'autres moments de la carrière, soit extra-professionnelles, liées au tabagisme, liées à d'autres causes qui peuvent générer des cancers. Et donc là, je pense qu'on est à un moment où, en effet, le raisonnement scientifique fonctionne sur une certaine logique, le fonctionnement juridique, social, juridique réglementaire fonctionne sur une autre. Et pour l'instant, les deux logiques sont contradictoires et on n'a pas de voie de sortie, on n'a pas de solution justement à cette question-là. Alors, les voies qui avaient été recherchées, les pistes qui avaient été suivies, c'était tout d'abord la recherche d'une causalité partagée. Alors ça, c'est dès les années 80, on a des discussions entre les partenaires sociaux dans l'ancêtre du COCT, qui était le Conseil supérieur de prévention des risques professionnels, le CSPRP, entre partenaires sociaux, où le patronat justement demande à ne prendre en charge qu'une partie des maladies liées au travail, justement en essayant de distinguer une causalité qui serait d'origine professionnelle d'une causalité qui serait extra-professionnelle. Ouais, parce que en fait, ce qu'il faut bien expliquer éventuellement, c'est qu'effectivement, pour les cancers en particulier, on a plusieurs facteurs de risque qui peuvent finalement conduire conjointement ou individuellement finalement à provoquer ces cancers-là, et qu'en fait,
le système de la présomption d'imputabilité des tableaux fait que, en gros, les employeurs n'ont pas envie de financer un cancer qui serait dû à quelqu'un qui fume alors que il peut prétendre être remboursé. En tout cas, là, c'est ça l'idée. Là, le principal argument, c'est celui-là, ouais. C'est celui-là. Alors que pour l'instant, on est vraiment loin de cette situation-là. Mais d'accord. En tout cas, l'argument de blocage, c'est ça. Et c'est vrai que le tableau 30 bis est clairement une exception. C'est-à-dire, c'est le seul tableau qui permet massivement une reconnaissance des cancers du poumon liés à des expositions à un toxique professionnel. La plupart des autres, justement, c'est vraiment des tableaux qui permettent. Je crois que le tableau de cancer qui permet le plus de reconnaissance hors amiante, il en permet quelques dizaines. Mais souvent, c'est des unités de cancer qui sont reconnues. Donc les quelques tableaux qui existent, il y a 22 tableaux de cancer qui existent. C'est souvent des cancers qui sont à la fois dont le lien est comme le mésothéliome justement, et où on a un lien direct entre l'exposition et le type de maladie, et on connaît pas d'autres causes à ce cancer-là. Et donc c'est des cancers qui en pratique sont très faibles, ont une incidence très faible dans la population. Je prenais l'exemple du cancer de la vessie. Typiquement, le cancer de la vessie, il est lié à des expositions professionnelles, et c'est hors exposition professionnelle un cancer dont l'incidence, dont le nombre de cancers dans la population est assez faible. Donc on a quelques tableaux qui permettent des cancers signés un peu par une exposition, mais globalement, à part le tableau 30 bis, on n'a pas de tableau qui permettent, ou de système en tout cas, qui permettent la reconnaissance des cancers professionnels avec un ordre de grandeur justement qui soit satisfaisant, c'est-à-dire qui permettent effectivement de reconnaître une partie importante des cancers. Alors peut-être ça conduit à revenir un peu sur ce système de reversement d'une partie revenir sur justement cette reconnaissance du dysfonctionnement de la reconnaissance des pathologies professionnelles. Effectivement, alors là je vois à quoi tu fais référence, c'est qu'il y a un article en fait dans le code de la sécurité sociale, c'est l'article L176.2 de ce code de la sécurité sociale, qui prévoit justement alors un versement annuel qui est institué à la charge de la branche AT-MP, accident du travail maladie professionnelle, au profit de la branche maladie. Et donc en fait c'est censé, et finalement c'est une forme de reconnaissance de cette sous-reconnaissance des cancers professionnels, puisque effectivement il y a beaucoup de cancers qui sont pris en charge par la branche maladie et qui en fait ne sont pas pris en charge par la branche AT-MP, et donc on prévoit ce reversement en gros en ce moment chaque année c'est 1 milliard, c'est ça, 1 milliard de l'ordre d'1 milliard d'euros que la branche AT-MP reverse au système maladie parce que il y a un certain nombre de cancers dont on estime qu'il y a que ça représente à peu près 1 milliard d'euros les cancers et en tout cas les maladies qui sont qui pourraient être reconnues dans le système de la branche AT-MP et qui en fait sont pris en charge par tout le monde, quoi, par les cotisations de l'ensemble des cotisants. Oui, c'est ça, parce que une des raisons pour lesquelles justement peut-être aussi ce problème est pas pris à sa juste mesure, c'est que en effet, si un cancer d'origine professionnelle n'est pas reconnu comme tel par la branche AT-MP, la personne qui en souffre va être prise en charge par le système de sécurité sociale traditionnel, par la branche générale, etc. Ce qui n'est pas le cas au Canada ou aux États-Unis, où d'où le recours à des avocats, etc. pour faire reconnaître la cause professionnelle. Mais c'est vrai qu'en France, au niveau des traitements qui sont liés à la pathologie, il n'y a pas de difficulté particulière. Au contraire, enfin, on a un système de sécurité sociale qui fait que la personne va être bien prise en charge. Donc la question, c'est juste une question qui finance les traitements liés à ces cancers d'origine professionnelle. Et en effet, ce qui est intéressant dans ce code dans cet article du code de la sécurité sociale, donc c'est que justement c'est une loi qui a été adoptée en 96, toujours dans la même période, autour de la crise de l'amiante, où en effet on prend acte de ce dysfonctionnement de la branche AT-MP, de cette sous-reconnaissance structurelle des cancers professionnels et des maladies professionnelles, mais en même temps, plutôt que d'engager une réforme du système, à la fois on prend acte que ça ne fonctionne pas, mais on en profite simplement pour ponctionner justement de l'ordre, alors
ça n'a pas toujours été de cet ordre-là, mais de l'ordre d'1 milliard d'euros à la branche AT-MP pour combler entre guillemets le trou de la sécurité sociale de la branche générale. Donc on réduit le problème qui est un problème de fond, de sous-reconnaissance des maladies professionnelles à une simple tuyauterie financière sur on va limiter le déficit de la branche générale de la sécurité sociale en prélevant justement cette somme. Et donc grâce à ça, on se pose pas trop de questions et on continue. Justement, ça permet de laisser en l'état le dysfonctionnement du système. Alors, il y a même des politistes, des politistes, c'est le nom que nous on donne aux politologues, donc les gens qui travaillent en sciences politiques. Il y a des politistes aux États-Unis qui proposent justement d'analyser ce type de situation. C'est-à-dire, ils appellent ça le système de dérive. C'est-à-dire, en gros, comment est-ce qu'on peut analyser ce système-là aujourd'hui? C'est-à-dire, quand on voit un système qui est bloqué, comme disait le directeur du travail, qui est bloqué, qui est paralysé, ou en tout cas, on a un système qui, aujourd'hui, je disais 300 cancers hors amiante qui sont reconnus, c'est une goutte d'eau par rapport à l'ensemble des cancers professionnels. Donc, on avait un système dont le but était quand même de reconnaître, d'indemniser, de compenser les maladies liées au travail, mais qui aujourd'hui, un siècle plus tard, 1919-2018, qui un siècle plus tard ne fonctionne pas, c'est-à-dire qui ne permet pas la reconnaissance, la compensation, l'indemnisation du principal problème de santé publique lié au travail que sont les cancers. Donc on a un système qui aujourd'hui dysfonctionne, mais et donc on peut parler de dérive dans le sens où on a créé un système pour reconnaître des maladies professionnelles, mais le problème lui-même a changé complètement, c'est-à-dire que en effet les principales pathologies à l'époque de 1919, c'était en effet le saturnisme, les maladies liées aux expositions au mercure, etc. Aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est plus du tout ces questions-là, c'est les questions justement liées au cancer professionnel, donc ont d'autres causes qui sont mesurées justement par l'épidémiologie, etc. Et en même temps, on a laissé le dispositif d'intervention publique égal à lui-même, c'est-à-dire que on n'a pas engagé les réformes qui auraient pu permettre d'accompagner justement cette transformation du problème lui-même. Et donc ce que disent ces analystes américains, c'est de dire que ces formes de non-intervention, c'est-à-dire laisser un système tel quel alors que le problème lui-même a changé, peut être analysé aussi comme des formes de réforme des États-providence. C'est-à-dire que le fait de choisir de ne pas engager de réformes importantes du système d'indemnisation des maladies professionnelles, c'est une façon de rendre inefficace le problème, de plus engager une politique volontariste justement d'indemnisation des cancers professionnels. Donc en tant que tel, ça peut être analysé comme une réforme positive, c'est-à-dire un choix qui est un non-choix en fait, oui. Mais un choix de ne pas réformer ou un non-choix de réformer. Donc ce qui est intéressant, je pense, avec ces clés de lecture, c'est que en effet, on s'intéresse tous à la prochaine réforme des retraites, à toutes les réformes régulières de la branche générale de l'assurance maladie, mais ces réformes qui sont à la limite peut-être beaucoup plus structurelles, c'est-à-dire le choix qu'on a fait de ne pas indemniser les cancers professionnels, c'est un choix qui s'est fait en pratique, mais qui s'est fait sans aucun débat, sans avoir été l'objet justement d'une prise de conscience par les acteurs, etc. Donc on est dans des choix qui sont implicites, qui sont des choix qui sont faits en pratique, mais sans conduire justement à une mise en débat, à une réflexion plus aboutie. Oui, mais alors finalement, une réforme de ce système-là qui prenne en compte justement aujourd'hui des expositions qui ont changé. On n'est plus exposé qu'au plomb ou qu'au mercure, où on sait qu'effectivement, pour le plomb, ça a dû un saturnisme, et c'est finalement assez facile de montrer le lien de cause à effet. Aujourd'hui, il y a des expositions multiples, peut-être à plus faible dose, et donc c'est voilà, finalement les connaissances scientifiques ont changé, et elle vient télescoper finalement ce système de mono reconnaissance, comment je puis dire, enfin finalement un tableau ça reconnaît une pathologie et un type d'exposition, mais ça ne reconnaît pas les différents facteurs de risque qui peuvent contribuer, notamment pour les cancers, on le disait tout à l'heure. Alors cette réforme finalement elle aurait un impact assez énorme si on en croit les estimations du nombre de cancers professionnels pour s'arrêter uniquement sur ces cancers-là, et donc elle est infaisable en termes de conséquences économiques. Donc peut-être tout le monde finalement a intérêt à ne pas trop bouger sur la question. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ben, il y a beaucoup pour l'instant, il y a beaucoup d'acteurs qui se satisfont du statu quo. C'est-à-dire que, en effet, ce statu quo, il permet de garder les rapports de force en l'état, de pas rentrer. Mais en même temps, je pense que c'est aussi une façon, justement, d'invisibiliser complètement les effets du travail. Mais c'est un peu la même chose sur quand on s'interroge sur les effets de l'environnement. C'est-à-dire, c'est une façon de rendre complètement invisible des conséquences néfastes de certaines conditions de travail sur des salariés, mais qui nous coûtent cher aussi d'un point de vue social, si on prend en compte justement si on prenait en compte tout le coût des conséquences néfastes des conditions de travail sur les salariés, sur les travailleurs, je pense qu'en effet, on aura un coût du travail. On nous parle beaucoup du coût du travail beaucoup trop élevé, mais si on réintégrait ce que les économistes appellent les externalités négatives, c'est-à-dire tous les cancers qui ne sont pas pris en compte et qui disparaissent justement parce qu'ils sont indemnisés, pris en charge par la branche générale de l'assurance maladie, si on réintégrait tous ces coûts-là du travail et des effets du travail, je pense que on aurait des équations économiques qui seraient très différentes. Il y aura probablement, d'après ce que certains économistes ou sociologues disent, c'est-à-dire que le fait justement d'avoir une visibilité sur notamment encore une fois sur les cancers professionnels, si on avait les meilleurs chiffres entre guillemets, ça aurait un effet bénéfique sur la prévention, c'est ça? Ben, en tout cas, je pense que ne serait-ce que si on se dotait d'un instrument qui permette de mieux quantifier, de mieux connaître, alors peut-être pas en temps réel, mais d'avoir une meilleure visibilité des effets du travail sur la santé des populations, je pense que en effet, on aurait une conscience beaucoup plus fine, beaucoup plus adéquate justement de l'ampleur du problème. Je pense que un des problèmes, c'est que à la fois on a cette sous-estimation institutionnelle des effets du travail sur la santé, mais en même temps on n'a pas de connaissances fortes, solides en face pour dire ben voilà, on a tant et tant de maladies liées au travail, etc. Je pense que il y a une difficulté aussi à faire exister ce problème-là d'un point de vue social. Alors on va arriver sur la dernière ligne droite de notre podcast. J'ai encore finalement un petit son à te faire écouter. C'est la deuxième partie de la réponse finalement du directeur général du travail à la même question qu'on a entendue tout à l'heure, puisque finalement ce système il va évoluer visiblement d'après ce que nous dit le directeur général du travail. Je te propose d'écouter. Depuis plus d'1 an, nous avons discuté notamment au sein du groupe permanent d'orientation, de nouveaux process de travail, en nous appuyant sur la présidente, le docteur Frima, le professeur Frima, qui partageait notre point de vue, mieux distinguer, comme font dans d'autres domaines, ce qui relève du médical, du scientifique et du politico-social, compromis qui sont inhérents à l'application de la loi de 1998, et d'intégrer notamment comme opérateur scientifique l'ANSES. C'est-à-dire que je veux disposer d'un opérateur qui me dise, oui ou non, y a-t-il un lien entre tel geste, tel produit et telle pathologie. De telle sorte qu'ensuite on passe à l'autre phase, mais sans que la phase d'expertise ne soit remise en cause. Elle peut être complétée et précisée. Nous avons obtenu enfin, il y a quelques semaines, un accord sur un nouveau process qui fera appel à l'expertise de l'ANSES ou à tout autre organisme présentant des garanties d'indépendance et de compétence. Et nous allons commencer les travaux sur un premier tableau, enfin, première étude, on ne sait pas s'il y aura tableau, mais c'est sur les pesticides. Il y a un deuxième produit qui m'échappe. Sur un cancer. On vous donnera la réponse. Donc, nous mettons en mesure de enfin avoir un process pertinent. Nous sommes en train de discuter avec l'ANSES sur les questions très prosaïques de moyens. Nous y arriverons et nous commencerons nos travaux dès la rentrée sur notamment le tableau des pesticides. Alors c'est vrai qu'il y a 2 questions clés qui n'ont pas encore été résolues. Il faudra que nous travaillions. C'est la première question, c'est le fait que dans des tableaux qui ont donné lieu à des contestations et à une décision du Conseil d'État que je vous ai apportée, peut-on dans les durées d'exposition insérer, enfin plutôt dans les délais de prise en charge ou dans les conditions de prise en charge des durées d'exposition. Ça, c'était contesté, le Conseil d'État a tranché, il a dit c'est possible. Mais on ne peut pas dire que ça fasse consensus.
Et on a encore des tableaux sur lesquels il y a des désaccords. Deuxième question, c'est les pathologies plurifactorielles et la possibilité de ce que les spécialistes appellent les diagnostics différentiels. En clair, vous avez un cancer du foie. Aujourd'hui, la science, me dit-on, peut distinguer les pathologies professionnelles des autres pathologies. Est-ce qu'on admet que, sur la base d'une expertise différentielle, la présomption d'imputabilité soit écartée dès lors qu'il serait scientifiquement établi que la pathologie inscrite au tableau n'est pas due à une exposition? Sur ce plan-là, dans l'état actuel de la législation, ce n'est pas possible. Le Conseil d'État, par une décision que j'ai également apportée, a clairement pris position. C'est un sujet, un débat très important et qu'il nous faudra conduire. Alors, donc là, ce qu'il faut dire, donc c'est le système, visiblement, d'après ce que nous dit le directeur général du travail aujourd'hui, va évoluer, que il va y avoir une séparation de la phase d'expertise médicale, scientifique, de la phase de négociation entre les partenaires sociaux, ce qu'il appelle la phase politico-sociale. Donc ça, c'est le premier point, et l'expertise serait confiée donc à une agence, l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour l'alimentation, l'environnement et le travail, l'ANSES. Il y a 2 tableaux. Alors bon, ça c'est au passage, il nous dit qu'il y a un tableau sur les pesticides, et d'après ce qu'on peut voir aussi dans sur les dernières infos, il y aurait une mise à jour, je crois, d'un tableau amiante sur le cancer du larynx et des ovaires qui en 2009 a fait l'objet d'un classement par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui a montré qu'il y avait un lien avéré entre l'exposition à l'amiante et le cancer du larynx et des ovaires, alors qu'aujourd'hui ça fait pas l'objet d'un tableau, même s'il y a ce lien de cause à effet qui a été démontré. Donc qu'est-ce que tu penses un peu de ces évolutions, et de la deuxième partie où il nous dit qu'il va aussi y avoir un certain nombre de discussions scientifiques justement sur cette possibilité, en tout cas des réflexions qui pourraient s'engager sur la reconnaissance des polyexpositions. Quel est ton avis un petit peu sur cette intervention-là justement, et ces évolutions attendues, et qu'est-ce que ça peut changer selon toi? Bah déjà, dire que c'est quand même un vieux débat, hein. C'est cette question-là d'autonomiser l'expertise scientifique de la négociation sociale. C'est quelque chose que moi j'ai toujours vu, alors qu'a commencé au départ dans les années fin des années 90. Il y avait une charte qui avait été mise en place par la direction du travail pour justement essayer de faire la part des choses entre l'expertise scientifique et la négociation sociale. Et puis qui a eu des effets plus ou moins réduits. Et puis en 2004, il y a eu une première tentative de dissocier l'expertise scientifique, et donc qui à cette époque a été confiée à l'Institut de veille sanitaire, donc aujourd'hui Santé publique France, donc qui avait fait une proposition d'expertise scientifique préalable à la réécriture du tableau sur le formaldéhyde. Qui est un cancérigène aussi, c'est ça. Voilà, ouais. Et mais à cette époque-là, il y avait eu, c'est ce que laisse entendre un peu le directeur du travail quand il évoque ça, il y avait eu une levée de bouclier assez forte de l'ensemble des partenaires sociaux pour dire c'est pas une bonne solution, etc. Parce que c'est vrai que les partenaires sociaux, dans le cadre de ces négociations au sein du COCT aujourd'hui, sont assez jaloux de leurs prérogatives, et c'est vrai qu'il y a une difficulté justement à faire à séparer justement cette phase d'expertise scientifique de la phase de concertation sociale, avec des arguments dont certains sont peut-être audibles, d'autres sont moins clairs, quoi. C'est-à-dire moins clair, tu peux Non, préciser. mais c'est-à-dire que il y a à la fois l'idée que alors il y a plusieurs dimensions. Alors peut-être je reviendrai là-dessus sur ce point, peut-être sur les arguments, le pourquoi, le comment. Mais il y a une vraie difficulté quand même de dire on va avoir une expertise scientifique pure d'abord et une concertation sociale derrière. Alors, c'est vrai que sur le papier, ça paraît très bien. En même temps, la grosse difficulté, alors on n'aura pas le temps de développer beaucoup cette question-là, mais ce que mettent en évidence les travaux sur la santé au travail, sur la santé environnementale, c'est quand même de fortes inégalités entre employeurs et industrie pour aller vite, et syndicats, associations pour avoir accès à la production de connaissances. Et donc on a de fortes inégalités. Alors c'est
toute une série de travaux qui ont été développés autour de la notion d'ignorance ou de science qui n'a pas été produite, où on montre bien, alors à la fois des stratégies d'industriels explicites pour masquer des connaissances qui pourraient être problématiques. Donc dans le cas de l'amiante, c'est un cas le cas le plus typique dans le domaine des risques professionnels, où on a bien vu les industriels de l'amiante travailler à orienter les connaissances scientifiques dans le sens de leurs intérêts, c'est-à-dire insister par exemple sur la différence de dangerosité entre le chrysotile, qui est une sorte d'amiante, et les autres types d'amiante, à insister sur le fait que l'exposition à certains types d'amiante en dessous d'un certain seuil pourrait ne pas être dangereux, etc. Donc toutes des choses qui ont été démontrées fausses à terme, mais qui pendant très longtemps ont suscité des controverses, ont rendu difficile justement l'appropriation de certains enjeux. Donc on a des stratégies comme ça menées par les industriels, mais on a aussi plus généralement une inégalité structurelle qui fait que quand un syndicat alerte sur un danger spécifique dans une entreprise, ou quand une association de riverains se mobilise pour une pollution dans l'environnement, dans beaucoup de cas, ils sont confrontés justement à une absence de connaissances. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'intérêt économique particulier pour lancer des recherches sur le danger de tel ou tel produit, donc on n'a pas de connaissances dans ces domaines-là, et donc on n'a pas de connaissances scientifiques qui supportent des mobilisations. Donc cette inégale distribution des connaissances, elle fausse aussi le travail d'expertise. C'est-à-dire que on n'a pas d'expertise pure qui est complètement éthérée en dehors de rapports sociaux. Donc on a les processus d'expertise eux-mêmes, ils sont fortement liés justement à cette inégalité d'accès à la production de connaissances. C'est-à-dire que pour un acteur majeur de l'industrie chimique, c'est assez facile de lancer 2 thèses, 3 thèses, 10 thèses sur une question. On voit bien que c'est pas la même situation pour une organisation syndicale, ou même pour le ministère du Travail aujourd'hui, même pour les institutions européennes. Donc on a bien une inégalité de développement des connaissances qui font que sans remettre à la science toute seule, génère des biais. Alors ça, je l'ai montré dans d'autres parties de mon livre, etc., qui portent sur des dispositifs de régulation. On voit bien que on a tellement dans certains domaines d'inégalité dans la production de connaissances scientifiques que certains acteurs se trouvent plus favorisés justement par un recours à l'expertise scientifique présumé pur, présumé objectif que d'autres. Donc il y a une vraie difficulté de ce côté-là qui fait que dissocier la phase d'expertise scientifique, les résultats sont pas aussi nets que ça. Et globalement, c'est quand même une politique qui a été menée depuis les années 90 en France, de créer des agences autonomes, etc. Donc, je pense que ça a eu des effets bénéfiques sur un certain nombre de points, mais je pense que ça permet pas complètement de sortir de cette question des inégalités de rapport de force. Donc, cet argument-là, je pense qu'il est audible, de dire que les syndicats, qu'un certain nombre d'acteurs s'inquiètent d'une expertise scientifique qui serait autonome, parce que il y a telles inégalités dans la production de connaissances que on peut faire l'hypothèse que les expertises qui vont être produites vont être fortement modelées justement par cette structuration bien en amont justement des processus d'expertise, cette structuration des connaissances et de l'ignorance qui va rendre plus difficile justement d'appeler l'attention sur un certain nombre de risques. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi dans cet argument-là la crainte d'être dépossédé d'une partie de la négociation, quoi, je pense. Donc ça, c'est vrai que je pense d'être un peu placé devant un fait accompli. Oui, quoi. c'est ça, ouais, de plus avoir de marge de manœuvre. Alors, c'est vrai que il y a quand même toute une partie qui renvoie justement aux dimensions économiques, sociales, etc. Mais ça, les partenaires sociaux, d'après ce que dit le ministère du Travail, conservent cette phase politico-sociale, économique, etc. Donc quelque part, bon, il y a une déconnexion de ces deux parties, mais ça peut, voilà, oui, ils sont pas complètement dépossédés. Oui, voilà, ils se réapproprient ces dimensions-là, mais c'est vrai que ils sont quand même contraints par l'expertise. Ouais, c'est ça. La marge de manœuvre va être beaucoup plus contrainte pour eux. Alors finalement, puisqu'on disait tout à l'heure que ces négociations se faisaient dans des cercles un peu fermés, en silence, ça c'est le mot que tu reprends dans ton ouvrage, le fait justement de confier cette phase un peu d'expertise à des agences qui ont l'obligation de rendre publiques leurs informations, et j'imagine, tu faisais référence tout à l'heure à une agence qui avait déjà été impliquée dans ce dispositif
avec une tentative qui a avorté en 2005. Mais j'imagine que cette publication, le fait de rendre visibles ces travaux-là dans ce contexte-là, ça peut aussi amener à ce que il y ait des débats publics qui s'engagent, non? Moi, je pense que, et justement, un des points, là, il y avait différents points qui avaient fait débat, mais un des points qui avait fait vraiment scandale chez l'ensemble des membres du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels à l'époque, là, l'ancêtre du COCT, c'était justement le fait que, pour eux, ce qui apparaissait comme un document interne à leur commission était rendu public par l'Institut de veille sanitaire. Et donc ça avait fait un tollé interne à la commission, alors que je pense qu'en effet, rendre public un certain nombre d'étapes de la négociation permet quand même d'avoir des points de non-retour. C'est-à-dire que une des difficultés justement dans ces négociations très confinées, discrètes, etc., c'est que les positions sont à chaque fois à renégocier. C'est-à-dire que on repart du tout début, il n'y a pas de position stabilisée, donc la négociation se renoue un peu à chaque fois autour des rapports de force. Alors que je pense qu'en effet, si on stabilise un certain nombre de données scientifiques, si on les rend publiques, si elles font l'objet d'une reconnaissance de part et d'autre, je pense qu'en effet, ça peut rendre plus difficile justement certains détricotages, certains reculs, etc. Donc, par exemple, je pense que si on arrivait à rendre plus public cette question de l'angle de 60 degrés à partir duquel on reconnaît les TMS, ça paraît tellement absurde si on le sort de l'espace confiné des partenaires sociaux que je pense qu'en effet définir un tableau sur ce modèle-là paraîtrait plus difficile. C'est-à-dire que justifier la rédaction des tableaux de TMS dans un espace public plus large, avec un rapport ouvert, je pense serait plus difficile à mener. Mais la question, c'est un peu quels sont les relais justement pour mener un débat public dans des enceintes plus larges. Et tu faisais tout à l'heure référence où tu mentionnais certains arguments moins audibles. T'entendais quoi par là? C'est justement ça. C'est le fait que... Oui, c'est le fait d'être dépossédé d'un domaine qui était leur domaine, le domaine réservé des partenaires sociaux, quoi. C'est-à-dire où en effet ils avaient le choix des experts qui mobilisaient, etc. Donc je pense que c'est une partie dont ils vont être dépossédés et donc où là je pense que je pense que sur un certain nombre de points, c'est pas plus mal d'ouvrir un peu le jeu, de donner un peu de publicité à ces débats, etc. Je pense que cette dimension-là peut être bénéfique, en tout cas d'essayer d'attirer un peu plus l'attention sur le contenu de ces négociations et leurs différentes orientations. Moi, je voudrais vraiment te remercier, Emmanuel, parce que on se connaît, c'est sûr. C'est un sujet qui me tient aussi à cœur. C'est encore une fois emblématique parce que pour plein de raisons, mais aussi parce que ça traite justement de l'ignorance scientifique et du fait que ces problématiques de santé au travail sont pas vraiment rendues publiques aujourd'hui, alors que c'est vraiment ce qu'on cherche à faire à travers ce podcast. Je rappelle donc ton ouvrage édité à Sciences Po, les presses de Sciences Po, qui s'appelle Ignorance scientifique et inaction publique, les politiques de santé au travail, qui est paru en 2017, voilà, que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes librairies, on le rappelle, avec cette première partie sur les maladies professionnelles, entre autres, qui était le support finalement de tes travaux, et puis d'autres sur justement cette production d'ignorance scientifique, sur les valeurs limites d'exposition professionnelle, pour lesquelles peut-être on pourra revenir devant ces micros prochainement. Je vous remercie beaucoup. Au revoir Emmanuel, merci. Merci.